Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois de novembre 2016. Ce mois-ci, j'ai écouté l'album d'Olivia Ruiz qui vient de sortir et qui s'appelle À nos corps aimants. J'ai pas été complètement conquise, j'ai trouvé que les deux premières chansons étaient vachement chouettes, et alors après, je me suis un peu fait chier, et en fait, c'est un peu une remarque que je me fais sur tous les albums d'Olivia Ruiz, c'est que je les trouve pas homogènes. C'est-à-dire qu'il y a des petites pépites dedans, il y a des vraies perles, et puis après il y a aussi des morceaux qui sont un peu longs, qui sont un peu semblables les uns aux autres. Donc du coup je décroche assez vite. En plus j'aime pas trop quand elle chante en anglais, et elle a cette manie de toujours placer une chanson en anglais, alors je trouve qu'elle a un mauvais accent et que ses textes en anglais sont moins bien que ses textes en français, donc je vois pas trop l'intérêt. Bon, malgré ça, ça reste une artiste que je trouve phénoménalement douée et super atypique dans le paysage musical français, donc à ce titre, c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Au cinéma, j'ai été voir Fantastic Beasts de David Yates avec Eddie Redmayne dans le rôle principal. C'est un spin-off des aventures d'Harry Potter, c'est-à-dire que... Non, c'est pas du tout un spin-off en fait. C'est un prequel des aventures d'Harry Potter. Alors prequel, ça veut dire que ça se passe avant même que toute la série des Harry Potter ne commence. Donc on est 70 ans avant l'histoire de Harry Potter qui va dans l'école de Poudlard. J'ai fait une critique complète de ce film sur le site du Ciné des Flemmards, donc je t'invite à y aller si tu veux savoir ce que j'en ai pensé dans les détails. En gros, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais que pas mal. J'ai pas fait des bonds de lapin d'enthousiasme. Faut dire que déjà j'aime pas les Harry Potter, je rentre difficilement dans cet univers-là, donc sans surprise, je suis pas plus rentrée dans ce prequel. Bon, bien sûr, il y avait Eddie Redmayne, qui était beau à croquer là-dedans, qui était absolument parfait, ravissant, très bien. Voilà, bon, je suis pas sûre d'être toujours très impartiale sur Eddie Redmayne, mais bon. Enfin, quand il est dans un film, forcément, ça illumine complètement l'écran. Et le fait est qu'il était très bien dans ce rôle. Il avait un petit côté Chaplin, à la fois un mélange de Tintin et de Chaplin dans ce rôle, donc c'était très agréable. Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le site du Ciné des Flemmards. Ensuite, j'ai été voir l'exposition sur Walt Disney qui se tient au musée de l'art ludique, qui s'appelle Walt Disney, l'art par le mouvement. Oh, coucou bébé. Attends, tu veux que je t'installe? Attends, je vais te le mettre. Voilà. Tu te mets à côté de moi? Tu viens? Oui, mon ange. Oh, bébé. Bon, reprenons. Donc, j'ai été voir l'expo Disney qui s'appelle Le Mouvement par Nature. Voilà, je regarde mes petites fiches. Donc, Le Mouvement par Nature au musée de l'art ludique. Je suis restée sur ma faim. C'est un survol non exhaustif de l'œuvre de Walt Disney à travers les longs métrages qu'ont produit les studios. Il y a des grands absents. On ne parle pas de Peter Pan, on ne parle pas de Mary Poppins, on ne parle pas d'Aladin. J'ai trouvé que c'était assez mal fichu au niveau de l'organisation même de l'expo. D'abord, il y avait un monde de fous, ce qui fait que ça rendait très malaisé la bonne vision des œuvres qui étaient présentées. On te montre des croquis, on te montre des décors qui avaient été préparés pour les longs métrages. Il y a des dessins originaux. C'est intéressant forcément quand on est fan de Disney, ce qui est mon cas. C'est quand même intéressant, mais je trouve que c'est pas super bien fichu. Toute cette foule, c'était un petit peu oppressant. Puis j'ai trouvé que c'était pas très bien fait, qu'on t'en apprenait pas beaucoup. Enfin, vraiment, je suis restée sur ma faim. Et d'autant plus... Oui, bébé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, viens alors. Eh bien, viens avec moi. Oh, viens, mon amour. Non, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Bon, tu restes là? Tu restes là? Tout ça pour dire que cette expo Disney, j'en suis pas sortie complètement emballée et je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus pédagogique, de beaucoup plus explicatif et qui rende mieux hommage à l'œuvre de Disney. Au théâtre maintenant, j'ai été voir Les Femmes savantes de Molière au théâtre de la Porte Saint-Martin avec une mise en scène de Catherine Yegel et Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry dans les rôles principaux. C'est du très beau travail, il y a des costumes et des décors qui sont sublimes, il y a une très belle mise en scène, de très bons comédiens. Je suis pas complètement emballée, je sais pas pourquoi, à dire vrai, il y a quelque chose qui m'a pas, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué.
Peut-être qu'il y avait un petit problème de diction de la part de certains comédiens ou simplement un problème d'acoustique dans la salle qui faisait qu'on ne comprenait pas toujours tout ce qui était dit. Bakri est prodigieux, on ne voit que lui et c'est vrai que on s'ennuie, dès qu'il est plus en scène, on s'ennuie complètement. C'est-à-dire qu'il habite complètement l'espace, il éclipse tout le reste de la troupe et vraiment, c'est vrai qu'on ne voit que lui. En plus, il a une manière de s'approprier les mots de Molière, il a un phrasé qui sort complètement les tirades de Molière de leur classicisme, et il s'approprie ça avec un grand brio, donc ça c'est vrai que c'est savoureux. Maintenant, ça reste un spectacle extrêmement intéressant si on aime Molière et si on aime le couple Bakri-Jaoui. En Blu-ray, j'ai vu ça, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est un film qui est sorti début 2016, que je n'avais pas été voir au cinéma et que donc j'ai découvert en Blu-ray. Alors, la question que je me pose toujours avec Quentin Tarantino, c'est pourquoi est-ce qu'une telle virtuosité et un tel talent sont toujours mis au service de récits aussi glauques? L'histoire, ça se passe au Far West. On a un mercenaire qui est joué par Kurt Russell qui a réussi à foutre la main sur une grande bandite et qui est ardemment recherché. Il y a des affiches wanted partout. Et son but durant tout le film, c'est d'emmener cette bonne femme au plus proche village pour qu'elle soit jugée et mise à mort, parce qu'elle est promise à la pendaison. Évidemment, il va y avoir des tas d'embûches qui vont se présenter et qui vont lui compliquer la tâche à notre pauvre Kurt Russell. C'est du western, mais c'est pas du tout du western spaghetti comme chez Sergio Leone, là on est plutôt dans du western pulp et bien gore. L'un des choix que je trouve intéressant, c'est que généralement quand on est dans l'imagerie du Far West, on a des déserts arides, des visages assez moites, on sent qu'il fait chaud, tout ça transpire. Là, Quentin Tarantino a décidé de placer son intrigue en plein hiver, ce qui fait que les moustaches sont complètement gelées, tu vois, il y a presque des stalactites qui leur poussent au bout des moustaches. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que il y a quelque chose de très glacé et de très glaçant, du coup, dans son intrigue. Et ce froid est aussi brûlant que l'est généralement le soleil dans les westerns traditionnels. Comme souvent chez Tarantino, on a une palette de personnages très bigarrés, très hauts en couleur, qui sont tous aussi antipathiques qu'attachants, et qui sont incarnés par des acteurs à forte présence. Oui, ben oui, bébé. Bah tu t'en vas. Oh non, reste avec maman. Comme souvent chez lui aussi, on a un récit complètement déstructuré, un peu comme un puzzle qui se met en place au fur et à mesure et qui ne révèle son image finale qu'au dénouement du film. On baigne dans un humour qui est très boucherie, foie de veau et hémoglobine, hein, quand même, ça gicle dans tous les sens, il y en a partout, ça repeint les murs. Et c'est vrai que ça donne un côté un peu pochetronade à l'ensemble. Moi j'ai un peu fini le film en me demandant mais what the fuck was the point? C'est-à-dire où est-ce qu'il m'emmène? À quoi ça sert? En plus c'est super long, hein, ça dure près de 3 heures le truc. Donc tu passes quand même près de 3 heures à t'immerger dans cette histoire assez crasseuse, il faut bien le dire. Et tout ça pourquoi? À la fin, je sais pas, je trouve que ça ne va pas très très loin quand même. Et du coup, pour moi, Tarantino ressemble encore et toujours à un grand ado, assez génial, mais qui n'est pas du tout guéri de toutes ces névroses autour du sang, du sperme et du verbe, quoi. En termes de tarot, j'en ai acheté 2. Je vais te présenter le premier, qui s'appelle Spellcaster's Tarot, aux éditions Llewellyn. Il est dans un très joli coffret et à ce titre, je trouve que Llewellyn, ils ont vachement progressé parce que jusqu'ici, leur coffret était assez merdique, c'était des boîtes en carton, les cartes se baladaient n'importe comment dans le truc, c'était assez mal fichu. Et là, ils se sont vachement améliorés pour les boîtes, il y a un petit aimant qui fait que le truc se referme bien. À l'intérieur du coffret, tu as évidemment le petit livre ainsi que les cartes. Le principe du jeu, c'est un tarot traditionnel avec le nombre de cartes et les familles qu'on trouve habituellement dans un tarot. Et là, la thématique globale, c'est un peu la sorcellerie contemporaine. Donc on trouve des balais, des chaudrons, des gens qui jettent des sorts. C'est un peu appliqué à tout ce qui est voilà, witchcraft en anglais, la sorcellerie contemporaine. J'ai trouvé que ce jeu était intéressant parce qu'il revisitait complètement certaines cartes. Tu vois par exemple, une de mes cartes préférées que je vais te présenter qui est le 2 d'épée,
qui est là. Normalement, tu vois une jeune femme sur le 2 d'épée traditionnel, tu vois une jeune femme qui est assise au bord de la mer et qui tient 2 épées devant elle et qui a les yeux bandés. Et c'est une carte en fait qui représente la difficulté qu'on a à faire un choix. Et là, je trouve que ils ont complètement revisité cette carte pour en donner une nouvelle vision que je trouve vachement intéressante. Et ils ont fait ça pour un certain nombre de cartes. Pour l'empereur aussi, tu vois, normalement l'empereur c'est une figure masculine, c'est un homme qu'on voit généralement. Et là, ils ont fait un genre de dieu cerf, de roi cerf. Je trouve que c'est très très intéressant. Pour la carte du soleil également, le soleil représente souvent 2 enfants qui jouent avec un grand soleil qui lui au-dessus d'eux. Et là, ils ont représenté une femme qui est avec eux. Je trouve cette carte très belle et très lumineuse. Donc j'aime beaucoup. Il y a une carte aussi que je trouve très très belle qui est l'As des bâtons. Qui est vraiment une très belle carte, dynamique, pleine de lumière, enfin franchement formidable. Donc à cet égard-là, j'ai beaucoup aimé ce tarot parce que j'ai trouvé que justement les réinterprétations qu'ils font des cartes sont super intéressantes. Maintenant, j'ai fait des tirages avec. Je sais pas si c'est un jeu forcément pour moi qui va beaucoup me parler ni beaucoup m'accompagner, mais si tu t'intéresses un petit peu aux éléments de sorcellerie ou de magie blanche, c'est un jeu à avoir. Et en plus, alors si tu es fan de tarot, c'est je te dis, c'est une très belle pièce, puisqu'il y a toute cette réinterprétation des cartes. On passe à la lecture maintenant. Ce mois-ci, j'ai d'abord lu ce hors-série de Télérama qui est consacré au Second Empire et qui est jumelé avec une exposition qui, je crois, se tient au musée d'Orsay sur le Second Empire. Exposition que je n'ai pas eu le temps d'aller voir, donc je n'ai fait que lire ce hors-série consacré à la même thématique. C'est très très bien fait, ça aborde tous les aspects du Second Empire, à la fois au niveau de la politique, de l'architecture, du théâtre, de la presse, enfin de l'urbanisme, tout est évoqué, vraiment toutes les différentes facettes du Second Empire sont évoquées. Et du coup, pour qui s'intéresse un peu à cette période, c'est vraiment un magazine passionnant. Enfin, ce hors-série est vraiment passionnant. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Lucky Luke qui s'appelle La Terre Promise, qui vient de sortir. Alors c'est d'après le personnage de Maurice, le célèbre personnage de Maurice, et ce sont HD et Jules qui se sont attelés au scénario et à l'illustration de cette bande dessinée. L'histoire, c'est Lucky Luke qui est chargé d'escorter une famille juive jusqu'à un patelin qui représente pour eux leur terre promise, et donc Lucky Luke les accompagne durant tout le périple, et ça donne lieu à tout un tas de blagues assez savoureuses du type Rabbi Jacob, des trucs un peu sur les juifs. HD et Jules sont restés très fidèles et très respectueux du Lucky Luke traditionnel de Maurice, ils se sont vraiment inscrits dans une veine en essayant de poursuivre le sillon sans jamais le dénaturer. Donc à cet égard-là, ça j'ai plutôt bien apprécié. Maintenant, je dois avouer que j'ai quand même été un petit peu gênée par ces blagues sur les juifs. Enfin, je sais pas si c'est forcément le très bon moment de sortir une BD qui a son ressort comique uniquement appuyé là-dessus. Je sais pas, vu un peu tout ce qui se passe en ce moment, toutes les difficultés qui sont causées par les religions et les oppositions au sein des diverses religions, je ne sais pas si c'était ce qu'il y avait de plus adroit que de faire une bande dessinée qui s'appuie là-dessus. J'en sais rien. C'est un peu à la sensibilité de chacun. Tu peux te faire une opinion. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé si tu as lu cette bande dessinée de ton côté. Voilà moi ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai lu ça, le Deviant Moon Tarot. Alors, c'est un livre qui va avec un tarot qui porte le même nom, un Deviant Moon Tarot, qui se trouve être un de mes tarots préférés, et il est vraisemblable qu'un de ces 4 d'ailleurs. Dès que j'aurai un peu plus de temps, je te ferai, en plus des autres vidéos dont je t'avais déjà parlé sur le tarot, une vidéo où je passe en revue mes jeux préférés, ceux qui vraiment me parlent le plus, ceux que j'adore, ceux auxquels je reviens toujours. Le Deviant Moon Tarot en fait partie, c'est un jeu un peu dark. J'en veux pour preuve que le créateur, qui s'appelle Patrick Valenza, a puisé son inspiration dans des photos qu'il a prises d'anciens asiles.
d'aliénés et sur des photos de pierres tombales aussi qu'il avait faites parce qu'il adore visiter les cimetières et donc il a toujours fait des tas de photos de ses visites et il s'est inspiré de ça pour créer ce tarot. Donc le jeu et le livre sont séparés, ne vont pas ensemble, c'est-à-dire quand tu achètes le tarot du Deviant Moon, tu as un tout petit livret qui te raconte un peu la signification des cartes, et ça, ce livre-là, il est à part, tu peux le trouver sur Amazon. Et dans ce livre, Patrick Valenza t'explique comment il en est venu à avoir envie de créer un tarot, comment s'est passée la création de ce tarot, de quoi il s'est inspiré, et comment ça s'est fait, et il le fait carte par carte, c'est-à-dire que il passe en revue tous les arcanes de son jeu et il t'explique à chaque fois voilà pourquoi je l'ai créé, comment ça s'est passé, etc., etc. Alors c'est passionnant, évidemment, si tu aimes ce tarot-là, il faut absolument te procurer ce livre, tu ne peux pas aimer le tarot Deviant Moon sans avoir le livre. Moi j'ai mis du temps à l'acheter parce qu'il était assez cher, donc je ne me le suis pas offert dès qu'il est sorti, j'ai attendu un petit peu et je viens de me l'offrir et c'est vrai que c'est incontournable, c'est-à-dire il faut impérativement avoir ce livre si tu aimes ce jeu pour mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Alors juste comme ça, je vais te montrer quelle est ma carte préférée du jeu et c'est en fait à cause de cette carte que j'aime ce jeu à ce point. Et tu vois, c'est une carte qui me détend incroyablement. Quand je la vois, ça me détend. Et à chaque fois que je montre cette carte aux gens, les gens me font des yeux ronds en me disant mais c'est pas possible, comment tu peux te détendre avec une image pareille? Ben, c'est comme ça, je ne saurais pas t'expliquer. Et voilà, ça c'est la carte de l'ermite, que tu vois donc ici en grand. Ah, je vais essayer de ne pas avoir de reflet. Donc c'est une carte de l'ermite et j'adore cette image. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette image, elle me détend. Je t'assure que c'est vrai, quand je suis un peu stressée, je regarde cette image et je suis détendue. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels sont les... je ne sais pas quel est le biais tordu de mon esprit qui fait que j'ai besoin d'une image comme ça pour me détendre. Peu importe, on s'en fout. Toujours est-il que ce tarot est sublime, que ce livre qui va avec le tarot est sublime aussi, et que si tu es fan de tarot, je t'invite à te le procurer. Et si tu l'aimes, il faut absolument que tu aies ce livre-là avec. Voilà. Enfin, au niveau des lectures, ce mois-ci, j'ai lu ça, Van Gogh, aux éditions Taschen, par des auteurs dont, je ne sais pas si je vais arriver à te dire le nom, il y a Ingo Walter et Rainer Metzger. Voilà. C'est une somme. Il y a tout là-dedans sur Van Gogh, il y a la majorité de ses toiles. Je ne sais pas si c'est complètement exhaustif, mais franchement, on s'en approche parce que tu vois, c'est un livre très épais, vraiment, qui fait évidemment la nuit étoilée, la célèbre nuit étoilée. Donc il y a un survol de toutes les toiles de Van Gogh. Je suis à la fois extrêmement enthousiaste et pas du tout enthousiaste. Extrêmement enthousiaste parce que d'abord ça te permet de voir quasiment l'intégralité de l'œuvre de Van Gogh et surtout ça te permet de mesurer l'évolution de son travail. C'est-à-dire qu'on passe au début de sa carrière de peintre à quelque chose de très austère où il peint des paysans, il peint des natures mortes, des choses qui sont très terre à terre, qui sont très... Et petit à petit, tout d'un coup, il y a le jaillissement des couleurs qui vient et on le mesure puisque justement on a comme ça toutes les toiles qui se suivent dans l'ordre chronologique. On voit peu à peu les couleurs qui envahissent la toile et on voit au fur et à mesure le jaillissement de toutes les couleurs chaudes qui vont ensuite faire la patte de Van Gogh, c'est-à-dire qu'on voit le jaune qui se met à venir habiter les cieux, les terres qu'il a représentées et ça c'est extrêmement émouvant parce on a vraiment l'impression de voir le peintre au travail. On voit comment ça évolue dans sa tête, comment son inspiration a évolué et comment petit à petit, il en est arrivé à ce bouillonnement de couleurs, ce foisonnement qui est impressionnant, qui est fascinant vraiment et qui fait la marque de Van Gogh. Et puis alors, là où j'ai pas du tout été enthousiaste par contre, c'est que donc les auteurs te racontent la vie de Van Gogh, pour aller avec les images, hein, évidemment, on te raconte un petit peu tout son parcours, et c'est
Nul! Enfin, franchement, c'est de la branlette. C'est terrible. En plus, enfin, il y a beaucoup. Il y a un texte fort, fort long. Et c'est vraiment pas un livre d'images. C'est aussi un livre écrit. Mais alors, mais c'est de la branlette. Enfin, pardon my French, mais les mecs, ils ont écrit avec la bite. C'est du n'importe quoi. Ils ont trouvé des beaux mots savants, super intello. Ils ont mis tout ça bout à bout, tu vois, dans une logorée verbale. C'est juste de la masturbation intellectuelle et vraiment rien de plus. Donc, voilà, il y a du pour et du contre. Ça vaut le coup d'avoir ce livre-là dans sa bibliothèque au nom de Van Gogh et au nom de l'amour qu'on peut porter à sa peinture. Pour le reste, en fait, c'est pas la peine de le lire. C'est un livre à voir et c'est pas un livre à lire puisque l'écriture est fort peu intéressante. Voilà, on en arrive à mes coups de cœur. Il y en a deux ce mois-ci. D'abord un jeu de tarot qui est donc le second jeu. Tout à l'heure, je te disais que j'en ai acheté deux et je ne t'en ai présenté qu'un parce que voici le second, qui est le Dreams of Gaia Tarot aux éditions Blue Angel Publishing par une auteure qui s'appelle Ravin Phelan, qui est une auteure qui a déjà travaillé sur un certain nombre de jeux et d'oracles. Alors, c'est un coup de cœur absolu. Ce qui est drôle, c'est que j'avais entendu parler de ce jeu sur internet, j'avais vu des reviews sur le jeu et il ne me branchait pas du tout. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter parce que, je sais pas, il m'inspirait pas, il me plaisait pas. Et puis, en fait, j'ai appris que dans ce jeu, Ravin Phelan avait complètement modifié un peu, enfin, non, c'est pas exactement ça. Elle n'a pas modifié la structure du tarot, mais elle se l'est complètement appropriée pour présenter un jeu qui soit vraiment quelque chose de tout à fait personnel, qui soit sa vision à elle du tarot. Et donc elle a un petit peu modifié le nombre de cartes, il y en a plus dans ce jeu que dans un jeu traditionnel, et elle a un petit peu revisité aussi la symbolique des cartes traditionnelles, et c'est ça que je trouve super intéressant. Et quand j'ai appris ça, du coup ça m'a fait un petit déclic, et j'ai eu envie de me procurer le jeu pour voir justement ce que ça donnait, toute cette réinterprétation. Donc je l'ai acheté et je l'ai reçu et là j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce jeu. Donc il est présenté dans le petit coffret que voici. Comme toujours, tu as un livret qui accompagne les cartes. Donc voici le livret qui est extrêmement bien fait et dedans l'auteur te dit exactement quel a été son propos et comment elle a travaillé et comment elle a constitué le jeu. Et puis ensuite tu as les cartes. Donc d'habitude les arcades majeures ce sont toujours des figures inchangeables, c'est-à-dire que tu as par exemple le fou, la mort, l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse, le soleil, la lune, tout ça. Là, elle n'a pas du tout tenu compte de ça. Elle a nommé ses cartes avec des thématiques assez différentes. Donc, par exemple, tu as la carte du père qui remplace l'empereur. Tu as... Et en fait, ce sont plus des thématiques qu'elle a représentées. Donc là, par exemple, il y a la carte de l'amour, la carte de l'union. Elle a choisi des dragons pour représenter les as. Donc là, je t'en présente un. Ah, petit loupi rouge. Et c'est surtout ça qui m'a enthousiasmée en fait, ce sont les graphismes de ces cartes que j'ai trouvé absolument sublimes. En plus, tout ce jeu, il a une cohérence, il y a vraiment une homogénéité dans ce jeu qui est vachement rare. Enfin, je suis totalement emballée, vraiment totalement emballée. Voilà, donc là tu as par exemple la reine de la terre. Voilà, parce que donc elle s'est appuyée sur les saisons et elle a changé les familles qui ne sont plus les coupes, les bâtons, les deniers et les épées, mais qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Là je t'en montre encore une aussi, qui fait partie de la famille de la terre, qui est le 2 de la terre, qui est sublime. Bref, je suis tombée en amour pour ce jeu. Du coup, je pense que, comme le Deviant Moon, j'en ferai à l'occasion, je vais en faire une vidéo spéciale, je parlerai de ce jeu-là spécialement, parce que vraiment, il le mérite, il est tellement... Enfin, c'est un jeu rare, parce que là, il y a vraiment une démarche d'artiste derrière la création du jeu, et donc ça vaut bien une vidéo entière. Et mon deuxième coup de cœur du mois de novembre 2016, c'est une pièce que j'ai découverte au Théâtre du Palais Royal. C'est la dernière création d'Alexis Michalik, ça s'appelle Edmond.
Et ça raconte la création de Cyrano de Bergerac, comment est-ce que Edmond Rostand a eu l'idée de cette pièce, et comment est-ce qu'il l'a écrite, et comment est-ce qu'il l'a présentée et proposée à l'acteur Coquelin, et comment est-ce que cette pièce est quasiment immédiatement devenue un succès phénoménal. J'ai trouvé que là-dedans, tout était brillant. C'est du théâtre champagne, ça pétille, ça virevolte. Il y a 12 comédiens en scène. La mise en scène est extrêmement ingénieuse, originale, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Le texte est de toute beauté, il rend un bel hommage à la pièce maîtresse de Rostand. Je suis, moi, une fan de Cyrano. J'adore Cyrano, je connais par cœur cette pièce, j'ai vu toutes les versions. Je suis une inconditionnelle de ce personnage en panaché avec son grand nez, je l'adore, je le vénère. Je mets un genou à terre pour Cyrano et j'ai trouvé que cette pièce rend vraiment l'hommage qui est dû à ce chef-d'œuvre. Et pour le spectateur, c'est un bonheur de tous les instants, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on est ému, on rit, on est transporté, on est vraiment avec Rostand au moment où il est en train de créer son chef-d'œuvre, on participe à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il vit, on est dans les affres de la création avec lui, c'est prodigieux, mais vraiment prodigieux. C'est une pièce de très 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 haut niveau, c'est splendide, j'adore, donc n'attends même pas la fin de cette vidéo, je t'en prie, cours ventre à terre te procurer des places pour aller voir Edmond au théâtre du Palais Royal, c'est vraiment mon coup de cœur, et mon coup de cœur battant du mois de novembre 2016. Voilà, j'ai fini la review culturelle de ce mois de novembre. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas aussi à partager, à commenter et à liker ce que je fais. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et je t'embrasse. Mouah.